Bonjour à tous, il est 11 heures tout pile. On va pouvoir débuter le web séminaire. Je vois que certaines personnes sont en train d'arriver. On va, on va débuter et puis les retardataires arriveront ensuite. Boilem, on vient de perdre Boilem. C'est un peu embêtant. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez Pascal? Ça devrait être mieux si j'allume mon micro. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On va démarrer ce web séminaire. Donc ce web séminaire qui fait partie d'une série de trois web séminaires donc sur la thématique de 365 jours en office de tourisme euh, et donc sur trois statuts qui sont les statuts les plus courants dans les offices. Donc les épiques aujourd'hui, les associations ce sera mercredi prochain et les régies et spas le mercredi suivant. Donc on a vraiment ciblé tout le mois de mars sur cette thématique-là. Le constat, c'est avec le Big Bang des regroupements des offices et des intercommunalités, on a beaucoup de changements de statut, donc des directeurs qui se retrouvent à changer de statut, beaucoup de changements de poste aussi, donc avec des personnes qui arrivent à la direction d'un nouvel office. Donc en fait, on voulait repartir sur la vie d'un office de tourisme avec les particularités des différents statuts, donc vraiment centré sur les aspects gestionnaires. Ah, Emmanuel nous dit que ça coupe. Est-ce que c'est bon? Vous entendez bien? Ok. Pour moi, c'est bon. Je poursuis. Donc l'idée, c'était de reprendre une année en EPIC. Donc Boilem, qui est directeur de l'office de tourisme de Sarlat-Périgord-Noir et qui est en EPIC depuis de longues années. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Voilà. 2004, 2006, Et puis 2006. Pascal, qui est en EPIC depuis un petit peu moins de temps, mais ça commence à faire déjà pas mal, il me semble. Nous présenterons tous les deux. Ouais, pas tant que ça. Comment? 2006 2006. chez Bon, nous. ça commence déjà à 2006 faire un moment. chez nous. Voilà, donc ce web séminaire va durer 1 heure. Une vingtaine de minutes sur quelles sont les structures qui vont vous être présentées, quelles sont les particularités de l'EPIC. Et ensuite, on s'attachera à 4 points spécifiques. Donc la partie DOB, vote du budget, la partie poste de travail saisonnier et puis le recrutement qui est assez particulier en EPIC. Ensuite, on parlera de l'édition, des éditions de manière générale et ça nous permettra de parler des marchés publics. Et puis on finira sur l'accompagnement des pros et les rencontres du tourisme annuel. Voilà, donc vous pouvez poser des questions auxquelles on répondra donc via le petit module de conversation. On essaiera de faire des focus réponses de temps en temps et de le faire au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, on les note et on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin de chaque partie. Donc ce web séminaire est enregistré, il sera disponible, revisionnable donc en ligne avec la présentation et toutes les ressources qui vont avec le plus rapidement possible, donc d'ici la fin de la semaine. Voilà, je vais passer le sommaire. Donc en mode interview, les deux structures qui vont vous être présentées, les particularités de l'EPIC que vont vous présenter Pascal et Boilem, la particularité du rôle du directeur qui est quand même un des aspects majeurs. Et puis ensuite, j'aime pas dans mon épique, qu'est-ce qui est plutôt pratique, qu'est-ce qui est un petit peu plus contraignant. Et ensuite, le retour donc, sur les particularités avec quatre focus. Vous me dites que ça coupe, j'espère que ça va fonctionner. Donc on va démarrer sur la partie description des épiques et de leurs particularités. Alors, je n'entends plus rien, je sais pas si c'est vous ou si
Si c'est non, de notre côté, ça a l'air de fonctionner. On poursuit et vous nous dites si jamais il y a des problèmes de connexion. Voilà, donc Pascal Boilem, est-ce que vous pouvez nous décrire assez rapidement le territoire sur lequel vous travaillez? Donc Pascal qui nous... Honneur à Voilà, Pascal. j'ai oublié de préciser qu'on Ah, avait merci. une personne de Nouvelle-Aquitaine et puis une personne de l'extérieur, donc qui nous apporte aussi un point de vue externe à la Nouvelle-Aquitaine. Donc Pascal, si tu peux nous présenter ton territoire. Ouais. Ben on dépend d'une communauté de communes assez rurale, donc la Pointe des Ardennes, euh, avec une particularité, c'est qu'on est vraiment frontalier avec la Belgique. Ça représente 19 communes, on a une station verte, 28 000 habitants. L'office aujourd'hui, il est classé il est en cours de classement pour être en catégorie 1. On est certifié NF Service depuis 2008 et on gère 2 points d'accueil pour environ 11 000 visiteurs par an. Avec un gros point chez nous, c'est qu'on a une centrale nucléaire. Voilà. Je ne sais pas si c'est super pour le tourisme, Est-ce que c'est très mais ça nous touristique? permet d'avoir des financements sympas, quoi. Merci, Boilem, Et ça gêne pour le tu tourisme, nous hein, présentes ton territoire? clairement. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Boilem Recas. Donc je représente l'office de tourisme Sarlat Périgord Noir. Donc c'est bien sûr un office de tourisme autour, enfin qui s'occupe d'un territoire qui gravite autour de la ville de Sarlat, une ville de 10 000 habitants, et 12 autres communes, donc en tout 17 000 habitants. Donc Sarlat, c'est une station de tourisme. Nous avons également 5 communes touristiques sur le territoire et 2 plus beaux villages de France, Beynac et La Roque-Gajac, dans lesquels nous avons également des points d'accueil, donc 3 points d'accueil au total. Nous sommes marqués qualité tourisme et en catégorie 1 depuis 3 ans, je crois maintenant. Oui, puisqu'on a repassé dernièrement la marque. Et puis, nous accueillons environ 700 000 visiteurs chaque année, dont 90% à Sarlat. Ok. Donc On votre... passe à la diapo suivante. Pardon? Je t'en Hop. prie. Ah oui, ça avait coupé un peu. D'accord. Nous, au niveau de de la clientèle, vu la position stratégique qu'on a, enfin, la position frontalière, on a 56% d'étrangers et majoritairement, c'est des néerlandophones. Euh, le gros du tourisme chez nous, c'est tourisme vert, détente, découverte, tout ce qui est forêt. Beaucoup de gens qui viennent pour ne rien faire. Ça, c'est une spécificité chez nous. Ils prennent un gîte pour se ressourcer. On n'est pas loin de Charleville où il y a un gros festival de musique. Et nos gros points forts, c'est la Meuse, la forêt, le fort de Charlemont, qui est un site, un ancien site militaire, et un parc de loisirs. Très bien. Alors, nous, à Sarlat, on a un gros tiers de la clientèle qui est étrangère, donc les 2 tiers sont nationaux, euh, avec des clientèles assez marquées en fonction des saisons, plutôt de la proximité hors saison, des clientèles lointaines étrangères en demi-saison, et puis des groupes, bien sûr, et puis en été, principalement de la clientèle familiale nationale et européenne. Nos attraits, bon, c'est essentiellement chez nous du tourisme culturel, mais aussi gastronomique, et puis lié à la pleine nature et au domaine rural, notamment tout ce qui est autour des produits du terroir, visites de ferme. Nous travaillons d'ailleurs beaucoup pour développer le tourisme en demi-saison et hors saison sur des événementiels qui sont principalement centrés sur la gastronomie. Nous en avions un encore le week-end dernier. Si certains me suivent sur Facebook, il y a eu quelques échos. Et puis, bien sûr, nos tours Eiffel locales, c'est bien sûr la ville de Sarlat, mais également la grotte de Lascaux et son facsimilé qui vient d'être refait tout neuf. La vallée de la Dordogne, hein, qui a 3 étoiles au guide Michelin, comme la ville de Sarlat. Et puis, à proximité, Rocamadour, qui est à 43 km, et le gouffre de Padirac, qui est le site le plus visité dans notre secteur, avec plus de 500 000 visiteurs par an.
Et merci à tous les deux. Maintenant, on situe un petit peu mieux les deux territoires. On va parler des particularités de votre EPIC, donc assez rapidement, le nombre de salariés, comment est composé votre CODIR, le budget, la taxe de séjour, etc., etc. Pascal, je laisse le relais. Ben, nous, notre équipe maintenant est composée de 8 permanents et un saisonnier, qu'on recrute principalement pour du guidage sur 5 mois de l'année. Le CODIR, c'est 14 personnes, dont 8 élus. Le budget maintenant est de 570 000 euros, dont 453 000, c'est de la subvention de fonctionnement. La taxe de séjour arrive depuis le 1er janvier, ça c'est la grande nouveauté chez nous. On va l'estimer entre 80 et 120 000 euros, qui viendra en déduction de la subvention de la collectivité. Donc en fait, la taxe de séjour va servir principalement à la collectivité. Et on a environ 100 partenaires en mission spécifique. On fait du guidage, de la boutique, on fait de l'accompagnement sur des événementiels, principalement sur l'organisation, la promotion de l'événementiel, la programmation. On fait de l'animation numérique de territoire et jusqu'en 2010, on gérait un parc de loisirs. Très bien. Alors de mon côté, à Sarlat, donc nous avons 24 permanents. Avec les saisonniers en saison, nous montons à 32 personnes. Donc c'est pas tout à fait 28 équivalents temps plein. Et notre particularité, c'est que en plus de notre personnel de droit privé, nous avons 2 fonctionnaires territoriaux mis à disposition par notre communauté de communes locale, donc de tutelle. Notre comité de direction, c'est un peu l'armée mexicaine avec 34 personnes. Les élus ont souhaité faire 3 collèges, c'est-à-dire que quelque part le collège des socioprofessionnels a été scindé et s'est vu adjoindre des personnalités qualifiées, donc des personnes qui ont œuvré dans le domaine du tourisme mais qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans des fonctions professionnelles. Voilà, et puis bien sûr une majorité d'élus, évidemment. Notre budget est de l'ordre de 2 400 000 euros, sans subvention de fonctionnement, parce que notre situation locale et le flux touristique nous permet de développer des activités. Donc notre taxe de séjour qui est importante se monte à 880 000 euros, ce qui comprend la taxe départementale, hein, donc il faut enlever 9,09% pour avoir ce qui reste à l'office. Et le nombre de partenaires, c'est environ 700 hein, de partenaires professionnels. Voilà, dans nos missions spécifiques, eh bien, on a une activité commerciale assez importante avec une centrale de réservation de meublés de vacances d'une part, qui fonctionne encore bien, un service d'organisation de séjour hein, réceptif, un service de guidage. Nous avons 2 guides à l'année plus des guides saisonniers. Une boutique qui fonctionne bien, des événementiels comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hors saison principalement. Et puis nous assurons également le balisage et l'entretien des sentiers de randonnée et de vélo, ainsi que tout ce qui concerne la micro-signalisation touristique sur notre territoire, avec en complément l'animation numérique et puis un volet important, un projet important de structuration touristique sur les volets de professionnalisation, de numérique, de stratégie numérique, de démarche collective de qualité et d'amélioration de nos espaces d'accueil hein, dans le cadre d'un projet de la région Aquitaine. Nouvelle Merci, Aquitaine. voilà. Emmanuel nous demande si tu arrives à réunir tes 34 membres du CODIR à chaque fois. J'imagine que ça prend beaucoup de temps en À relance. chaque fois, non. À chaque fois, non, mais je vois là dernièrement, notre dernier CODIR, on était quand même pas loin de 30. On devait bien être 28, je crois. Donc, non, ça dépend des dates, on va dire. Hein. C'est plus compliqué, par exemple, le dernier de l'année qu'on fait généralement mi-décembre. Là, on est régulièrement à la limite du quorum, quoi. Ok. On va poursuivre sur les particularités du statut d'EPIC. Juste pour information sur les chiffres, pour se situer un petit peu, en 2016, en Nouvelle-Aquitaine, on était à 18% d'office de tourisme en EPIC.
et à peu près le même pourcentage en régie et 60% d'assaut, donc sur 280 offices. Là, avec la loi NOTRe, le pourcentage a déjà augmenté. On est à 25% en 2017, sachant qu'il y a beaucoup de regroupements qui n'ont pas encore été faits et que ça va probablement augmenter un peu plus. Donc on voit d'une part que le statut public-privé tend du 60-40 vers le 50-50 et que les EPIC augmentent vraiment assez fortement. Donc voilà, Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer les trois particularités pour vous du statut d'EPIC? Oui, alors moi je vais parler des deux premières. Alors déjà, c'est comme on l'a écrit, les super pouvoirs du directeur. C'est vrai que le directeur d'un EPIC a des responsabilités beaucoup plus lourdes qu'un directeur d'association, par exemple, puisqu'il est notamment le représentant légal de la structure, c'est-à-dire que c'est lui qui peut ester en justice notamment et qui va représenter la structure dans tous ses actes réglementaires, légaux, civils et pénaux d'ailleurs. Et puis c'est également l'employeur, ce qui n'est pas le cas quand on est en association. Donc ce n'est pas le représentant de l'employeur, c'est vraiment lui qui a le rôle et le statut et la responsabilité d'employeur vis-à-vis des salariés de la structure. Donc tous les risques qui pèsent sur lui au titre du respect du code du travail sont pleins et entiers, y compris une responsabilité qui peut aller jusqu'à des notions pénales, puisque la sécurité, par exemple, des salariés dans leur emploi est directement de sa responsabilité. La question, par exemple, du document unique de sécurité, ce genre d'aspect, c'est de son ressort. Donc, il faut en être conscient pour bien prendre la mesure de la responsabilité, puis s'entourer de toutes les garanties, toutes les précautions pour assumer cette responsabilité-là. Je vais laisser la parole à Pascal pour continuer sur les points suivants. Oui, la spécificité d'un EPIC, c'est aussi sa comptabilité publique. Donc, on est obligé de travailler conjointement. Alors, généralement, c'est avec le trésorier payeur général, ce qui n'est pas toujours super simple, notamment quand ils n'avaient pas trop l'habitude des EPIC. Donc, ils sont un peu perdus au début. Avec la M4, ils réfléchissent collectivité alors que on n'est pas tout à fait une collectivité, même si on est en compta public. Après, je sais que certains EPIC ont fait le choix de l'expert comptable et de la banque, enfin de passer par le privé, et le coût est nettement supérieur au trésorier général, quoi. Oui, alors en fait, Pascal, je pensais que tu allais compléter les deux points complémentaires sur les super pouvoirs, L'ordonnateur. l'ordonnateur et le signataire des marchés. Ah Tu, bah attends, tu veux en dire un on va mot le faire. peut-être? Oui, oui. Ouais, un mot rapide sur les super pouvoirs, parce que nous, on l'a vécu, et je pense qu'il y a pas mal de directeurs qui l'ont vécu au moment du passage en EPIC, avec le directeur général des services de leur communauté de communes ou comme d'agglo. Euh, c'est le directeur qui signe tout, quoi. Tous les papiers, tous les mandats administratifs. C'est lui qui ordonne les dépenses, avec une séparation vis-à-vis de la comptabilité. En fait, on s'occupe pas du tout de la compta. On n'a même pas les accès, on n'a rien. Et on signe tous les marchés publics à la place du président. Et ça peut paraître parfois comme un super président, le directeur de l'office de tourisme. Et c'est vrai que Euh, c'est un des statuts où ça, c'est le statut où le directeur a le plus de responsabilités. Euh, on a aussi la SPL où le directeur peut être, il peut y avoir le président et le directeur général, mais ça reste au choix. Alors, c'est le directeur. On a une question sur des conseils en matière d'assurance pour le directeur. Est-ce que, oui, est-ce que je viens vous de avez poster. Je pense que la base, c'est déjà une responsabilité civile professionnelle qui est en principe garantie sur un grand nombre d'actes, on va dire, et de dommages aux tiers, on va dire, d'une façon générale. Moi, j'ai pas d'autre assurance que celle-là. Oui, puis après, il faut savoir qu'on est en contrat de droit public, donc la responsabilité d'un agent public n'est pas la même qu'un agent du privé.
notre responsabilité en tant qu'agent public, a priori, elle peut être mise uniquement en cause si la faute est volontaire. Bon. Conséquent, Pascal, elle je est ne sais pas rarement si c'est pareil volontaire. pour les autres, mais personnellement, ça a beaucoup coupé. J'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Ah. Oui, je disais que la spécificité du contrat, c'est d'être en contrat de droit public. Et donc, au niveau de la responsabilité, on est quand même vachement couvert par rapport à un statut privé. Et que notre responsabilité dans le public, elle est engagée uniquement quand le fait, il est volontaire. Ok, Ok. merci à On tous les passe deux au troisième sur point ces aspects. peut-être? Ok. Oui, vas-y, voilà. Oui, simplement, il y avait le troisième point qui est dans les spécificités, c'est le reversement de la taxe de séjour. C'est pour le coup le point très positif pour un EPIC, hein, c'est que ça garantit, en tout cas lorsque la taxe est importante, ça apporte un financement intéressant. Donc la recette doit être obligatoirement et intégralement reversée à l'OT dans le cas d'un OT en EPIC. Parfois, on voit sur les territoires nouvellement où l'office est nouvellement en EPIC certaines tentatives ou croyances des élus qu'ils peuvent opérer différemment, rediriger une partie de la taxe sur d'autres choses. Non, c'est intégralement et obligatoirement, première chose. Et d'une façon générale, et moi c'est plutôt une recommandation que je fais, c'est vraiment de confier et d'assurer que l'office assure l'animation de la taxe parce que tous les cas que je connais, le nôtre a commencé par le nôtre, c'est que dès lors que l'office s'occupe de l'animation, en général, on a des résultats de collecte beaucoup plus performants, même si ça peut poser certains soucis, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on a déjà plusieurs Ouais, questions sur la taxe de séjour. Est-ce que vous avez mis en place un outil spécifique? Est-ce que vous effectuez des contrôles? Et enfin, est-ce qu'il y a une personne dédiée, enfin le pourcentage de TP qui est dédié à l'animation de cette taxe? Ah, je commence. Ok, donc vas-y, vas-y. chez nous depuis 2016 seulement, nous avons acquis une solution qui est la solution 3D West, hein. Il y a trois ou quatre grandes solutions au niveau national. Donc 3D West est un des logiciels qui permet de collecter, enfin d'organiser la déclaration en ligne et également le paiement, notamment lorsqu'il s'agit de montants inférieurs au plafond des paiements par carte bleue. Donc ça permet aux prestataires de payer en ligne depuis chez eux de façon beaucoup plus confortable, mais bien sûr également pour nous en interne d'avoir plus facilement un suivi et l'élaboration de statistiques sur les montants déclarés, pouvoir faire des comparaisons, des évolutions dans le temps et vérifier si tout va bien ou s'il y a des choses anormales. Chez nous, il y a jusqu'à présent, c'était notre responsable administrative et financière qui gère aussi les aspects comptables, qui faisait ça dans le cadre de son temps de travail en complément. Depuis l'an passé, nous avons une personne sur la base d'un mi-temps qui est complètement dédiée à cela pour pouvoir mieux mettre en place des contrôles, des recherches, des recoupements de différentes sources d'informations et s'assurer que tout le monde joue le jeu effectivement. Ouais, nous l'animateur, c'est la communauté de communes. Donc, c'est eux qui ont tout géré. Ils ont pris un logiciel, celui de taxedeséjour.com, et ils se chargent complètement de la collecte et de l'animation. Et c'est vrai on y reviendra après dans les avantages et les inconvénients. Pour les EPIC, c'est quand même intéressant d'avoir à la fois le côté le reversement et puis l'animation de la taxe parce que ça permet de faire le lien avec les prestats que vous connaissez bien et que la collectivité connaît sûrement un petit peu moins. Alors on verra après qu'il y a des inconvénients, dira Boilem, puisque on a à la fois le rôle de police et le rôle de partenaire. Donc c'est pas forcément toujours évident à gérer. Mais en tout cas, l'animation de cette taxe au sein de l'office, c'est quand même une grosse plus-value et on a pas mal d'exemples d'offices de tourisme
qui ont augmenté leurs recettes, qui ont réussi à vraiment optimiser la perception avec un logiciel et avec une animation vraiment. Ok. Euh, tu es toujours là, Charlotte, tu es toujours là? Ah, je crois Ouais. qu'on l'a Il perdu. y a un truc bizarre là. Est-ce que vous nous entendez, tous les autres? Est-ce que vous entendez toujours? Est-ce que vous pouvez dire sur le chat? Ok, donc bon, on va continuer en attendant de voir si Charlotte peut nous rejoindre. Apparemment, ça marche, mais moi, je vois un avertissement du logiciel qui me dit que si elle ne revient pas, dans 5 minutes, tout va être coupé. Donc, j'espère qu'elle sera revenue d'ici là. Donc, on devait vous parler donc des avantages d'un Epic. Ben, je vais commencer, puis je laisserai sur les 3 premiers points, puis je laisserai la parole à Pascal pour la suite. Donc ben déjà, moi, dans les avantages que j'ai vraiment trouvé à passer en Epic il y a une dizaine d'années, c'est le fait d'avoir un mandat stable, hein, aligné sur celui des élus de la collectivité. C'est-à-dire que bah, quand j'étais en association, il y avait souvent des guéguerres entre sociopros pour savoir qui allait piloter l'office de tourisme. C'était parfois pris en otage pour faire de l'opposition politique. Depuis que nous sommes en EPIC, eh bien, les choses sont claires. On est arrimé au projet de la collectivité. On l'alimente, bien sûr, hein. Les élus s'appuient sur nous pour définir le projet touristique de la collectivité et on est là pour le mener. Et pour moi, voilà, il y a vraiment cette garantie de stabilité qui est vraiment appréciable. Il y a également, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les responsabilités, la très large autonomie qu'on a en tant que directeur, hein, en lien avec les délégations et les responsabilités qui nous sont confiées. Ça, moi, j'ai trouvé beaucoup de confort et de plaisir à travailler dans un cadre avec une aussi large autonomie. C'était pas mon cas quand j'étais en association. Alors, je sais que dans certaines associations, ça peut aussi être le cas, mais je pense que c'est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment les textes réglementaires qui nous donnent un pouvoir duquel on tire une légitimité et qui, de fait, je pense, donne une large autonomie. Et puis, il y a le cadre, c'est vrai, qui, même s'il peut être source de lourdeur, est aussi un cadre sécurisant des procédures publiques. Moi, je suis dans un office de tourisme qui, lorsqu'il était en régime associatif, a connu un détournement de fonds associatifs. Je trouve que c'est sécurisant d'être suivi par le Trésor public, d'avoir de temps en temps un audit de nos régies, voilà, d'être suivi, d'être encadré. C'est plutôt confortable et sécurisant. Voilà. Je te laisse la parole, Pascal, pour la suite des points. Ouais. Bah, il y a la recette de la taxe de séjour. Euh, Celui-là, on a des recettes normalement qui sont assurées, avec un petit bémol quand même, parce que ça, c'est notre cas chez nous. Pour les offices qui sont fort subventionnés, généralement, la taxe de séjour vient en déduction de la subvention qui est octroyée. Donc, au final, elle vient pas forcément pour faire du tourisme, mais pour diminuer les dépenses de la collectivité. Euh, L'office, ça devient en EPIC surtout un partenaire de développement local vraiment impulsé par la collectivité. Il y a une espèce d'engagement des élus qui ont un outil, c'est un peu le bras armé de la politique touristique de la collectivité. Normalement, on a tendance à penser que la collectivité s'implique un peu plus dans le développement du tourisme. Et normalement, l'Office doit être consulté sur tous les projets d'équipement à vocation touristique, ce qui paraît tout à fait logique, puisqu'on nous demande de faire la promotion d'un territoire et donc de donner un avis sur
euh, ce que peuvent être les équipements qui vont être implantés, leur intérêt et comment les promouvoir. Mais c'est rarement le cas quand même. Quasiment jamais. Et chez nous non plus, Quasiment bien jamais. malheureusement, même si, et c'est un peu la difficulté, c'est que les textes le prévoient, mais si la collectivité ne le fait pas, c'est un peu compliqué pour un office de tourisme d'assigner sa collectivité au tribunal administratif. Donc voilà, c'est simplement de la J'allais bonne intelligence, vous mais poser la donc question, est-ce que il faut le dans les rappeler, faits, il faut travailler avec ses élus. souvent Mais c'est vrai que il y a une associé tendance justement à ne pas le prendre en compte, souvent une au méconnaissance travail, de cette règle par les services de ce genre de l'urbanisme projet? notamment. Moi, je suis régulièrement monté au créneau, mais ils ont du mal à changer la pratique. Mais, a priori, juridiquement parlant, elle n'est pas nécessaire, mais elle est fortement recommandée parce qu'elle permet de fixer le cap de la mission publique qu'on remplit pour la collectivité et de marquer. Il y a Il y a quand même un contrat entre la collectivité et l'office qui est des offices indépendant et autonome de de la tourisme collectivité quand où, même. Et c'est pas juste un service rattaché à la le directeur collectivité. est aussi Donc ça permet directeur de d'un formaliser. service tourisme La au collectivité demande sein ce de la qu'elle attend de l'office collectivité. et l'office, en contrepartie, met le montant L'aglo, c'est vrai que dans ce cadre aussi, financier des besoins ça qu'il a pour facilite mener à bien la Complètement mission. d'accord avec ça, et ça ça permet facilite aussi les liens, mais justement de se pas mal de prémunir structures. contre des demandes nouvelles sans moyens Bah, tout à fait. C'est voilà, corollaires, c'est une c'est-à-dire de question dire bah de bonne tiens, intelligence on a des nouvelles communication, c'est attentes, pas la facile. collectivité Ouais. vis-à-vis de l'office de tourisme. Ok, On ben on met a à jour la Emmanuel convention et on indique bien quels sont les moyens qui vont qui nous permettre de pose la réaliser question les missions. de Parce que savoir si sinon, la convention on peut vite d'objectifs se faire prendre dans avec la Comcom un jeu où il n'y a est pas de limite, quoi. nécessaire Donc ça en pose des jalons, c'est épique. important. Ouais. Nous, Alors, on en a une, je alors qui est avec les reconduite tacitement, mais qu'on peut nécessaires amender dans lorsqu'il y a des nouvelles demandes, quel ce que qu'on soit doit faire là le d'ailleurs type prochainement. de statut. De toute façon, à partir du moment où il y a un certain montant Ouais, juste pour compléter, de subventions on a publiques, vraiment une mission Pascal de ou service Boilem, public et l'activité touristique d'un EPIC doit être un peu considérée comme une délégation de service public auprès de l'office, au même titre qu'on pourrait gérer un équipement de loisirs en délégation de service public pour la Alors, je vois collectivité. la question d'Emmanuel, si on a 2 secondes pour y répondre par oral. Sur qui rédige la convention, est-ce que c'est l'OT ou la collectivité? J'ai envie de dire que ça dépend du contexte et des moyens techniques et humains qui sont en place. Nous, chez nous, il n'y a pas de service tourisme à la collectivité. Donc la collectivité s'appuie clairement sur l'office de tourisme comme quasiment si c'est en même temps son partenaire exécutif, mais également son conseil et son consultant en tourisme. Donc c'est nous qui avons été à l'origine de la rédaction, mais la collectivité a fait même de cette convention le noyau et le cœur de sa définition de l'intérêt communautaire pour le tourisme. Donc on a cette chance-là, mais il y a des collectivités où il y a un service tourisme, où il y a un directeur au tourisme, et donc quand c'est organisé comme ça, en général, il paraît plus logique que la rédaction soit peut-être d'abord proposée par le service ou co-rédigée, quoi.
Allez, je vais démarrer à nouveau. Oui, il y en a quelques-uns. Bon, celui qui revient souvent et assez facilement, c'est une certaine lourdeur administrative euh, et des règles, et c'est ce que disait tout à l'heure un peu Pascal, des règles qui sont souvent méconnues parce que c'est une forme administrative assez peu courante ou par le passé en tout cas qu'il a été assez peu, même si aujourd'hui elle prend davantage de poids, plus de succès. Donc souvent, les élus, mais aussi certaines administrations, je pense au Trésor public, je pense aux préfectures, je pense au greffe du tribunal de commerce, ne sont pas toujours bien au fait du fonctionnement de ces structures, de qui signe effectivement les actes, de simplement des formalités, et on voit souvent des interprétations très différentes du droit d'une préfecture à l'autre, d'un percepteur à l'autre, et c'est assez désagréable. Et je pense qu'on appelle tous de nos voeux, quand on est à la tête d'un EPIC, une certaine harmonisation de ces règles et de ces procédures, et surtout de leur interprétation par l'administration au sens large. Voilà. Et la lourdeur, oui, il y a un formalisme, je dirais, qui est plus grand. Il peut être sécurisant, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand on n'en a pas l'habitude, il faut rentrer dedans, il faut en prendre l'habitude. C'est petit peu lourd au début. Voilà. Il y a aussi à certains moments, il peut y avoir un risque d'instrumentalisation politique. Alors c'est peut-être vrai avec tous les offices de tourisme, mais c'est peut-être plus facile dans le cas d'un EPIC, puisque ce sont les élus qui ont la majorité. Et je voyais tout à l'heure dans les questions comment faire pour que les élus nous prennent en compte. Il y a des projets qui sortent parfois sans qu'on soit informé. Bah, ça rejoint un peu ce débat-là. C'est bien sûr, bah, les élus ont parfois des échéances électorales qui font qu'ils ont besoin d'afficher certaines décisions, et ils ont besoin de montrer que les choses viennent d'eux-mêmes avant même de passer par leurs outils, même si ce sont des outils qui sont censés être à leur service. Et des fois, c'est vrai on peut avoir le sentiment parfois d'avoir le cul entre deux chaises parce que les élus ne respectent pas toujours le rôle naturel de la structure ou vont utiliser la structure pour d'autres objectifs. Voilà. Le troisième point, on l'évoquait tout à l'heure aussi sur la taxe de séjour, c'est le fait d'être un petit peu en même temps la police, hein, veiller à ce que tout le monde joue le jeu, et en même temps le partenaire, celui qui va financer des actions au service des acteurs, avec ce même argent parfois ou pas, en fonction de la somme collectée. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un peu délicat de se retrouver dans ces deux rôles, même si ce n'est pas toujours une obligation, comme l'a dit Pascal tout à l'heure. Dans son cas, c'est la collectivité qui assume l'animation, donc lui a juste la recette qui est versée, n'a pas cette problématique. Chez nous, à Sarlat, c'est nous qui animons, donc c'est vrai qu'on a cette, ce positionnement un petit peu délicat parfois. Je te laisse continuer, Pascal. Oui, ben, sur les inconvénients, il y a les responsabilités du directeur qui sont parfois lourdes. Euh, et puis avec ce truc un peu bizarre quand on est directeur d'EPIC, on est à la fois euh, directeur, ordonnateur, on est patron de la boutique, mais on est aussi salarié. Et bah, des fois, on se sent on est un peu entre deux chaises, quoi. C'est un peu compliqué à gérer, notamment quand il y a des conflits avec un élu ou avec le personnel, quoi. C'est un statut un peu spécial. Euh, Il y a le manque de cadre pour le contrat du directeur. Donc, même si, voilà, il y a tout type de contrat. Il y en a qui se réfèrent à la convention collective, il y en a qui n'ont pas la convention collective. Euh, Ça manque de choses assez claires. Voilà. Et le risque juridique en matière de concurrence sur les EPIC, puisqu'on est un établissement public. Et donc, il faut être très vigilant sur la, tout ce qui est concurrence par rapport aux tiers.
Ouais, puis des bonnes relations. Oui, sur la compta, des bonnes relations avec son TP, c'est toujours bien. Merci, merci Pascal. On a quelqu'un qui nous demandait si on avait des formations à conseiller au CN. Oui, ben, c'est depuis la réforme, parce qu'avant on faisait pas de DOB, nous, hein, ça n'existait pas. Donc, on nous a rajouté une couche supplémentaire pour s'aligner sur les collectivités publiques. Donc, on doit mettre en place un débat d'orientation budgétaire. C'est une obligation. Donc, on est obligé, voilà, pas trop le choix, faut y passer. C'est, c'est un certain formalisme. Euh, je veux dire, généralement, ça se passe plutôt bien. Il faut prendre exemple sur ce que font les collectivités sur le DOB. Il y a une structure à respecter. Voilà, il y a deux manières de faire sur le DOB. Soit on le fait de manière très administrative, Notamment, c'est voilà, ou soit on en profite pour que le ce petit soit un guide du temps nouvel d'échange avec les élus et de vision sur le élu, long terme. de l'arrivant, etc., qui explique ces J'essaye d'aller un différentes peu vite parce que procédures le temps passe pas mal là. euh, qui sont pas toujours évidentes que vous avez en tête Oui. en tant que directeur, mais que les administrateurs ne maîtrisent pas toujours et que la collectivité ne maîtrise pas forcément non plus, puisqu'elle a tendance à vous considérer comme Euh, ben moi, j'ai voulu que ce soit un temps d'échange avec mes élus. Donc, on est parti du bilan de l'année. J'ai des indicateurs de fonctionnement au niveau de ma structure sur toutes les activités. Donc, c'était le moment de présenter aussi un peu le bilan, euh, de leur présenter les nouvelles attentes au niveau du tourisme, des visiteurs, de ce qui allait évoluer et de réfléchir sur ce qu'on allait plusieurs, pouvoir mener plusieurs. dans les 2, 3 ans à venir. Et ça m'a servi de base pour ma demande de subvention et pour l'établissement Très du bien. plan Bon, d'action, chez nous, etc. c'est un schéma relativement similaire, hein. Tout simplement, on part bien sûr d'une analyse de l'exercice et des exercices précédents. On se place dans une perspective pluriannuelle parce que il faut anticiper l'évolution des charges, hein. Le DOB, c'est vraiment un document d'orientation, donc il faut se projeter sur des périodes pluriannuelles. C'est un document de programmation, de prévision, de projection. Bien sûr, nous, techniquement, on s'attache, comme je pense tous les comptables le font, à traiter d'abord les grandes masses. Et donc, évidemment, les ressources humaines sont toujours un point important. Il faut aussi, bien sûr, prendre en compte dans le cadre de la politique pluriannuelle, les investissements envisagés, leur programmation, les subventions également, bien sûr, parce qu'il y a souvent du décalage. Et puis, les indicateurs liés à l'environnement, que ce soit les taux d'emprunt, etc., les aides disponibles, qui peuvent évoluer, les aides à l'emploi notamment, ce genre de choses. Et puis on finit avec tous ces éléments par élaborer une note synthétique qu'on débat chez nous, d'abord bien sûr en interne techniquement, en se faisant appuyer par la collectivité, par les techniciens de la collectivité, puis dans le cadre d'une commission finance que nous avons à l'office, nous avons des commissions de travail, puis en bureau, parce que nous avons institué un bureau, c'est pas une obligation, mais chez nous c'est un organe de concertation et de préparation des décisions. Et puis enfin le débat officiel, on va dire, qui fait l'objet d'un vote en CODIR. Ah, je t'entends pas. Ah, si. Ok, merci. Donc le vote du budget avant le 31 mars, sauf le, Oui. en cas de renouvellement de l'exécutif où le délai est laissé jusqu'au 15 avril. 2 mois. Ouais. 2 mois avant, oui. Si vous pouvez chacun nous détailler les étapes importantes pour vous et comment
c'est ça. Comment vous y prenez? Comment ça fonctionne très très concrètement? Janvier chez moi. Et c'est vrai qu'on va essayer d'aller vite parce que le temps passe très vite. Surtout. C'est Pascal qui va démarrer. Euh, Bien travailler avec la collectivité. Ouais. Bien travailler en amont avec la collectivité, surtout pour voir leurs possibilités financières. Ça sert à rien de partir dans un truc avec des gros investissements si on sait que derrière la collectivité ne pourra pas suivre, notamment quand on est subventionné fortement. Euh, Nous, on a mis des indicateurs de performance sur l'ensemble des actions. C'est- Ça ne sert pas qu'au DOB, ça sert à plein de choses, mais ça sert surtout à montrer ce que l'on fait, à le chiffrer et Ok, à merci avoir des données fiables. Et Yves Boilem. Au niveau des délais, Ok, c'est ben, bon? Au oui, niveau ben, clairement, bien sûr, ça suppose bah, d'intégrer donc des éléments d'analyse prospective, hein, de se projeter et de recueillir tous les éléments qui permettent d'anticiper les situations et l'évolution des charges, mais des projets également. Hein, donc tous les investissements envisagés, le niveau d'endettement déjà en place ou à venir, l'évolution bien sûr, et puis les taux de fiscalité locale bien sûr, notamment la taxe de séjour, parce que bah, si ça rentre dans vos recettes, eh ben, intervenir pour la faire évoluer, ça peut, moi c'est ce que j'ai fait ces dernières années, ça peut être un moyen pour trouver le financement des projets. Euh, mais ça s'anticipe évidemment, hein, puisqu'il faut voter idéalement avant si on veut le faire en bonne intelligence, avant le mois de juin de l'année précédente, pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. Euh, Ça suppose aussi un bon DOB de présenter une comparaison avec des commentaires appropriés entre bien sûr les exercices précédents et puis le prévisionnel, hein, c'est-à-dire de voir ce qui évolue dans le temps, essayer d'argumenter, de comprendre déjà, puis de le présenter, de l'expliquer de façon synthétique. C'est aussi essayer de définir des objectifs relatifs à l'épargne de gestion de la structure, c'est anticiper les provisions, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est quelque chose avec laquelle la compta publique et les percepteurs ont parfois du mal parce que c'est pas comment dire, c'est pas une notion aussi clair, on va dire, ou géré tout à fait de la même manière que dans la compta privée, la notion de provision. Donc ça, c'est très important d'y regarder parce qu'il y a des choses à provisionner, que ce soit les indemnités de fin de carrière pour les salariés, mais également des projets d'investissement. Et puis tout simplement s'assurer qu'on va avoir un fonds de roulement ou consolider son fonds de roulement pour garantir un fonctionnement correct sans avoir de charges financières trop lourdes. Aujourd'hui, les taux d'intérêt à court terme sont très bas, mais ils remonteront forcément un jour. Donc aujourd'hui, l'argent ne coûte pas cher, mais bon voilà, c'est mieux d'avoir une bonne gestion et d'anticiper ce genre de problématiques. C'est souvent que j'ai entendu des épiques qui sont mis en route avec un déficit en fonds de roulement dès le départ, c'est-à-dire la collectivité ne prend pas le soin de doter son établissement d'un fonds de roulement suffisant pour assurer son fonctionnement dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment un point important à évoquer avec les élus, notamment lors de la mise en route de nouvelles structures. Et puis, bien sûr, voilà ce que je disais tout à l'heure, intégrer une projection budgétaire pluriannuelle, ce qui est forcé, hein, c'est pas toujours évident, mais au moins dans les grandes lignes,
essayer de regarder non pas ses charges pour l'année suivante ou pour l'année qui démarre, mais sur 2 à 3 ans, parce que ben, quand on crée un poste, quand on décide d'augmenter du personnel, quand on décide sur tout un tas de sujets, ben, la charge au bout de 3 ans, c'est pas la même que l'année où on prend la décision, parce qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de notre volonté, qui agissent sur les charges de fonctionnement. Et évidemment, les RH sont un sujet évident pour ça. Voilà. Ouais, ça, oui, alors là, bah déjà, qu'est-ce qui est particulier dans la création des postes? Simplement, hein, le code, le CGCT, ce qu'il dit, c'est que le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle de son président et du CA, le fonctionnement de la régie, et à ce titre, il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires. Donc à partir de là, bon, ça pose le fait que, bah oui, on peut pas créer des postes à volo. Il faut que le budget le permette et que ça a été prévu dans le budget. Ça, c'est la condition sine qua non, vraiment fondamentale. Au-delà de, et là-dessus, on est dans les mêmes conditions, Pascal et moi, et je pense n'importe quel EPIC, évidemment. Euh, Au-delà de ça, dans la mise en œuvre, chez nous, à Sarlat et chez Pascal, on n'est pas tout à fait sur le même mode de fonctionnement. Dans la mesure où nous, on passe systématiquement la création des postes par un vote spécifique en comité de direction, simplement pour blinder, je dirais, la décision, le cadre, c'est-à-dire qu'on fait voter à chaque fois non pas forcément le détail de la fiche de poste, encore que parfois oui, mais en tout cas l'intitulé du poste, les dates lorsqu'il s'agit de CDD, le niveau de rémunération. Voilà, ce sont des éléments qui sont eux votés. Bien sûr, après, c'est le directeur qui procède au recrutement, chez nous par le biais d'un jury, mais il y a quand même ce contrôle complémentaire, je dirais, du comité de direction. Bon, en général, enfin, j'ai jamais eu d'opposition là-dessus, c'est toujours passé. Dès lors, effectivement, et on le rappelle toujours, que les postes proposés à la création sont toujours prévus dans le cadre du budget voté préalablement, hein. Ça, on est bien d'accord. Mais encore que, il a pu arriver qu'on vote des créations de postes avant la validation du budget. Mais dans ce cas, on indique que la délibération indique que ce sera programmé dans le cadre du budget. Donc peut-être sur la procédure. Chez moi, ouais, j'ai essayé de faire beaucoup plus simple. On en discute au moment du budget, on vote une enveloppe budgétaire avec la masse salariale, etc. Euh, on se met d'accord sur le nombre de postes à ce moment-là, et ensuite, Ça fonctionne un petit je me charge du recrutement du moment que ça dépasse pas différemment. l'enveloppe. Si ça doit dépasser l'enveloppe du budget, dans ce cas-là, il faut faire une décision modificative de budget et donc justifier du recrutement de nouveaux postes. Voilà. Oui, chez moi, oui. Mais c'est pas une obligation, c'est vraiment une volonté de fonctionner comme ça chez nous. Ouais, Donc on a deux questions par rapport à ça. Est-ce que la création d'un poste fait l'objet ouais, d'une chez moi, j'ai pas de délibération délibération. spécifique? Non, Chez Wallem, oui. sauf pour des postes Raison. permanents, qui intégreraient l'office. Ouais, mais là, on est en Oui, gestion je pense privée pas sur le non plus. personnel. On se doit d'avoir Donc, à mon avis, c'est pas un obligatoire. registre des salariés, ça oui, mais On l'a un jamais tableau demandé. des emplois. Alors, je connais pas personnellement très précisément la définition juridique de ce qu'est un tableau des emplois.
On Je nous sais pose pas la si la question personne aussi peut d'un préciser. tableau des emplois. Est-ce que vous avez un tableau des emplois et quelqu'un qui fait remarquer que c'est obligatoire Ah, ça doit être le listing comme dans le public. uniquement dans le public? Ok. Oui. Ouais, chez nous, le TP, il demande la copie du contrat de travail. Et pour le directeur, comme c'est un contrat Tout à fait. public, Après, pour la copie de la différentes démarches délibération de administratives, Le recrutement du TP nous directeur. demande C'est tout effectivement il un est, tableau des et effectifs pour régler les notamment en salaires. principe dans le cadre Ça, c'est du document le d'orientation registre budgétaire, du on est censé, dans les éléments à apporter, faire personnel un état, un dans le état des ressources privé, mais c'est humaines, vrai que pour le public, le tableau si des emplois, possible c'est avec quelques statistiques sur les niveaux de rémunération, la répartition par sexe, enfin un état un petit peu détaillé. Mais c'est pas des obligations, c'est plus des recommandations, des choses, des bonnes pratiques, je dirais, un que tableau des des obligations. effectifs, c'est ce que l'on retrouve dans les collectivités. Donc c'est un petit peu différent dans le cadre du privé avec le registre du personnel, en fait, c'est un petit peu l'équivalent. Alors je sais plus. Donc vas-y si tu veux. Ouais, dans l'ordre que tu veux, Boilem. Euh, bah, déjà une bonne intégration à l'équipe, aux méthodes de travail dès le départ. Je crois que le saisonnier, il faut l'intégrer dans l'équipe. La formation process, on a une semaine de formation et Peut-être surtout sur ce point, si tu veux, on peut les faire un suivi tous les deux sur régulier tout chaque au long de la point. saison, quoi, Là-dessus, pour alors être nous, sûr que tout se passe bien. on a sur 2 journées et demie de l'intégration chacun des collaborateurs, en tout cas chaque service, fait une présentation de son service aux saisonniers pour insister sur ce qui est attendu dans le cadre de leur fonction, en général en situation de conseil en séjour, d'agent d'accueil, de ce qui est attendu vis-à-vis des autres services. Ils se voient remettre en amont de leur contrat un livret d'accueil qui rappelle tout un tas les missions, l'organigramme, le trombinoscope et j'en passais des meilleurs. Donc ça, c'est transmis systématiquement en amont même du contrat. Et puis sur la phase d'intégration, on désigne toujours un tuteur, que ce soit pour les stagiaires ou les nouveaux collaborateurs, qui va justement s'assurer avec le Vous, nouveau collègue justement, est-ce que de la bonne c'est la phase compréhension et de la bonne application des process maison. détailler ça? Pascal? Oui. Donc là-dessus, clairement, donc on l'a évoqué comme une spécificité. En réalité, ça l'est moins aujourd'hui qu'hier, tout simplement parce que le Code des marchés publics a été abrogé récemment sous l'impact, on va dire, de l'application d'une directive européenne qui désormais vient opposer les mêmes règles à l'ensemble des pouvoirs ou adjudicateurs ou entités adjudicatrices, alors que par le passé, donc cette traduction dans le droit national, elle s'est faite à travers l'ordonnance dont vous avez la référence sur la diapo, qui probablement donnera lieu à une nouvelle codification à l'avenir, mais qui n'est pas encore faite aujourd'hui. Donc la différence, c'est que par le passé, on considérait que, par exemple, les associations qui avaient un des 3 critères qui en faisaient des entités adjudicatrices, c'est-à-dire soit
avoir une représentation de la collectivité dans son organe délibérant, soit recevoir des financements publics, soit, j'ai oublié le troisième, enfin il y a trois critères. À ce moment-là, on considérait qu'elle devait respecter les grands principes de la commande publique, hein, la transparence, l'égalité d'accès et j'en oublie un encore une fois, je les ai plus tous en tête, enfin les trois grands principes, euh, alors que désormais, on considère que ce sont les mêmes règles qui doivent être appliquées, qu'on soit une entité publique ou une entité adjudicatrice de statut privé. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Donc du coup, ça fait que les EPIC sont moins dans un cadre spécifique aujourd'hui, ils sont dans le même cadre en réalité que les autres offices de tourisme, pour la plupart, parce qu'en général, ils ont soit une représentation de la collectivité et des finances publiques. Voilà. Donc, bien sûr, ces obligations, cette réglementation, elle est précise pour tout ce qui concerne les marchés au-delà des seuils des marchés publics, qui sont des seuils européens. En deçà, en tout cas dans un EPIC, alors je vous avoue que j'ai pas vérifié pour les autres structures, mais on est là pour parler des EPIC. Dans un EPIC, on est censé avoir un document donc un règlement interne qui précise comment on va traiter la commande publique, donc les achats en dessous des seuils des marchés publics. Donc si j'achète quelque chose pour quelques milliers d'euros, je ne vais pas faire un marché public formalisé en tant que tel, mais je dois avoir préalablement fait voter un document qui indique quelle est la procédure que je vais suivre. Et ensuite, un peu comme dans le cadre de la démarche qualité pour ceux qui sont engagés, pour être en mesure de prouver que ce que j'ai écrit comme un engagement, je l'ai effectivement respecté. Donc de garder des traces, des enregistrements, des mises en concurrence que l'on a faites, quelle que soit la procédure, que ce soit une simple demande de devis, que ce soit à travers la diffusion d'un cahier des charges un peu plus élaboré ou la diffusion sur une plateforme de mise en concurrence des marchés publics. Bon, ben moi, je vais aller vite, hein. J'ai jamais passé de marché au-dessus de 90 000 euros. Donc, grosso modo, ben, je fais évaluation de mes besoins, un petit cahier des charges s'il y a besoin, euh, et on recherche la meilleure offre au meilleur prix. Mais ça, c'est commun à la commande publique. Et puis voilà, quoi. On a si on doit passer un marché au-dessus 15, Ok, ouais, bah jusqu'à 15 chez 000 nous, euros donc chez nous, bah, déjà, on fait une petite chez publication, un nous, c'est journal de également bord. rare que l'on Ça va bien procède comme à ça. des marchés publics formalisés, c'est-à-dire au-delà des seuils qui sont de 206 000 euros. Enfin, ça dépend après si c'est des travaux des fournitures ou des services, hein. Mais on est plutôt sur des marchés inférieurs. Par contre, il nous arrive de passer des marchés à plus de 90 000 euros qui là nécessitent en droit des efforts de publicité plus larges et notamment une publication à l'échelle nationale au moins, donc sur le BOAMP typiquement. Et on utilise notamment, nous, pour la diffusion de nos marchés, même pour des petits marchés, enfin pas des tout petits, mais à partir de 20 000 euros par exemple, la plateforme DEMAT AMP, qui est une plateforme mutualisée à l'échelle nationale pour diffuser ces marchés publics efficacement, je dirais. Voilà, sans rentrer dans plus de détails.
Merci à tous les Oui, deux. toujours bien sûr vérifier la bonne rédaction Quelques des astuces contrats et pour s'assurer que finir les termes du contrat sur ce reprennent thème, bien et ne Bolem soient pas différents ou contrevenants et Pascal. au règlement du marché qu'on a fait ou du cahier des charges, en tout cas des critères qu'on a posés soi-même. Être attentif aussi à l'organisation et aux moyens du prestataire, parce que parfois un prestataire moins disant peut être plus fragile économiquement et dans la durée bien s'éteindre, et ce qui pose des problèmes parfois graves, difficiles. On l'a vu récemment au niveau national avec les réseaux de bornes par exemple, où il y a un prestataire qui avait une place importante sur le marché mais qui s'est effondré. Donc c'est important parce que derrière, c'est compliqué après de gérer les situations. Donc voilà, il y a des critères techniques, mais il ne faut pas négliger les critères organisationnels et financiers également des partenaires. Et je te laisse continuer, Pascal, ou je continue? Ouais, bah non, mais écoute, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Bien connaître leurs points forts, leurs points faibles, et puis on vérifie les références. Mais comme on le ferait pour une commande classique, sans passer par les marchés. Euh, Peut-être juste un mot sur le cahier, enfin sur le règlement intérieur des marchés publics. Vous enfermez pas dans des seuils trop bas, sinon on perd toute disponibilité et toute réactivité. Et ça devient un super procédurier. Parce qu'on peut fixer des seuils où c'est le président qui Tout valide à fait d'accord. le Mais ça marché du n'empêche pas de directeur, l'écrire dans machin. le Enfin bref. règlement, c'est-à-dire de Il faut dire faire des jusqu'à choses X simples et milliers faites d'euros, les bons la seuils. procédure est une simple demande de devis. Ça peut tout à fait se faire. Il faut juste que ce soit écrit et qu'on procède comme on l'a écrit. Oui, oui, tout à fait. Ok, merci à tous les deux. Si vous avez des questions, on y reviendra tout à la fin et on va enchaîner sur la dernière partie, donc l'accompagnement des pros et les rencontres du tourisme. La problématique, c'est que quand on n'est pas une association, on n'a pas d'adhérents. Et Oui, ben chez nous, c'était un peu. On a fait une fusion hein, de quatre offices en association en un seul EPIC. Et ça s'est moyennement bien passé. Les associations ont cru qu'elles étaient complètement arrêtées, qu'il n'y avait plus de partenaires. Et tout le monde s'est un peu désengagé de cette affaire-là. Et quand il y a eu l'EPIC, on a dit, bah voilà, c'est une émanation de la collectivité, que la collectivité se débrouille, en gros. Et nous, on ne participe plus, on verra bien ce qui se passe. Donc il a fallu recréer du lien, ça a pris beaucoup de temps. Et une des solutions, bah, ça a été de mettre en place un système d'adhérents avec des packs de services. Ça permet de professionnaliser nos échanges et l'Office dit ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire en contrepartie pas d'une cotisation, mais un contrat de paiement, d'un pack de services et ça permet de recréer du lien comme ça. Ah oui, sur les packs de services, comme le montant était un peu élevé, parce que le premier c'est 249 euros, l'autre c'est 599 par an. Pour nous, ça paraissait un peu élevé pour certains petits opérateurs. On a mis en place avec le TP la mensualisation du paiement, comme quoi on peut le faire. Tout n'est pas toujours compliqué. Et ils payent tous les mois par virement automatique sur le compte de la régie. Au niveau des actions, nous, c'est principalement des actions sur le numérique. C'est parti d'un audit de territoire, mise en place d'un programme d'action. Et après, on a réalisé tous les supports, formation, accompagnement, donc chez vous, c'est veille. vraiment une On fait de la photo, de la vidéo, enfin, on fait pas mal de choses, mobilisation quoi. sur toute l'année, plus
les membres des... Oui. C'est ça, c'est ça. On a assez rapidement, quand on est devenu Epic, ressenti ce besoin de maintenir un rendez-vous annuel. Donc, on a mis en place dès le début cette rencontre, enfin, depuis qu'on est communautaire en tout cas, une rencontre, enfin, qui a pris des formes différentes. Donc, désormais, ce sont des rencontres du tourisme que l'on organise en commun d'ailleurs avec un office voisin qui partage notre projet de structuration touristique. Et donc bien chaque année, oui, il faut définir le programme. On essaye toujours que les contenus concernent bien sûr le plus grand nombre des acteurs pour qu'ils aient envie de venir et que ça leur apporte quelque chose, que c'est une valeur ajoutée. Donc une fois qu'on a défini le programme, on consulte un petit peu bien sûr dans nos réseaux pour s'assurer que les sujets vont être les bons. On se préoccupe ensuite de recruter des intervenants. On produit les supports et puis une fois que l'opération a eu lieu, qui est sur une journée complète à l'heure actuelle, on procède bien sûr à la diffusion des actes, des débats et surtout on s'engage, l'Office de tourisme, à mettre en œuvre et à prendre en compte les remarques, les réflexions, la co-construction qui est faite, puisque à chaque fois il y a une sorte de plénière, mais il y a des ateliers concrets qui peuvent être des lieux de voilà de débat et de co-construction, et donc on utilise et qu'on s'engage à utiliser dans la mise en œuvre de l'année suivante. Donc par exemple, c'est ce que j'ai mis en dernier cette année. Dans nos orientations, nous travaillons sur le tourisme d'affaires. C'est la deuxième année successive où, à l'occasion de ces rencontres, nous avons un atelier dédié au tourisme d'affaires. Et là, parmi les préconisations et les attentes, il y avait le fait de créer un club à faire. Donc nous sommes en ce moment même en train de le créer, avec derrière la volonté de mettre en place et d'avoir une concertation sur la mise en œuvre et la définition du plan d'action dans ce domaine. Donc ça permet vraiment de dire, c'est un rendez-vous pour écouter les partenaires, pour les entendre, pour réfléchir ensemble, mais également pour ensuite rendre compte de ce que l'on de ce que l'on a effectivement mis en œuvre sur la base des discussions et des réflexions communes. Et chez Pascal? vous, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe qui s'y colle. Euh, ben, nous, tout le monde chez C'est nous pas rencontre vous avez, les professionnels en fonction des missions. vous n'avez pas un service, Euh, une j'ai personne ou quelqu'un qui deux fait de la photographie, elle spécifiquement. va aller les rencontrer parce qu'elle va aller faire les photographies des chambres, etc. J'ai quelqu'un qui est plus animateur numérique de Ça se passe territoire, comme donc il ça va aller les aussi. voir dans ce cadre-là. Moi, je vais les voir pour... bah là, récemment, c'était pour leur présenter la taxe de séjour, comment ça allait se passer. Donc, pour les mobiliser, il faut aller chez nous, il faut aller les rencontrer. Il faut aller les voir, il faut se déplacer, parce qu'on a du mal à les faire venir, parce que c'est des petites structures. Toute l'équipe s'y colle, oui, oui. Et ça fait partie aujourd'hui, à mon avis, de... Alors chez nous, on a des référents par filière qui ont en charge comme un portefeuille, on va dire, de prestataires, parce qu'on a un grand nombre de prestataires, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont près de 700. Donc on a eu besoin de distribuer un peu le travail. Après, malheureusement, toujours en lien avec le nombre, on n'a pas la capacité de leur rendre visite de façon aussi régulière qu'on le souhaiterait. On a en projet de mettre en place des journées par filière chaque année pour justement les réunir et avoir au moins une occasion de les voir tous ou en tout cas une grande partie d'entre eux, mais aussi les faire se rencontrer entre eux parce qu'on ressent que c'est souvent un besoin, il y a un besoin d'avoir un contact avec l'office, mais aussi en fonction des filières professionnelles. Certains pros se connaissent mal entre eux et ont besoin de se connaître, d'apprendre à se connaître et aussi parfois de les aider, les accompagner à connaître le territoire à travers des éductours. Là aussi, c'est un projet, là aussi qui est né de nos rencontres du tourisme, où il y a vraiment ce besoin qui est remonté, de dire on a un turnover, on a eu du turnover non négligeable ces dernières années
parmi nos prestataires touristiques, donc des gens issus de l'extérieur du territoire qui ne connaissent qui ont le ressenti parfois de ne pas connaître suffisamment le territoire pour bien le promouvoir, le recommander aux clients et qui se tournent vers l'office de tourisme pour dire bah, aidez-nous à mieux le connaître, à mieux le découvrir. Voilà, on a bien sûr notre dispositif de structuration touristique, un élément important où on a des groupes de travail, où là c'est plutôt les représentants des filières pour celles qui sont organisées, c'est pas le cas de toutes, où là on peut les associer à la réflexion, à la validation des plans d'action. Voilà, et puis également, on a mis bien sûr en place un espace pro où on s'efforce de communiquer régulièrement, aussi bien sur l'actualité de l'Office de tourisme que sur l'actualité des pros du territoire, les nouveautés, les changements, voilà, d'une façon générale. Et chaque fois une annonce est publiée, une information est publiée, elle est automatiquement rediffusée par email à tous les gens qui sont abonnés à la news. Ok. Christine nous parle du speed meeting. C'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien entre des prestats anciens et des petits nouveaux qui arrivent. Ça peut se faire à l'occasion de rencontres du tourisme ou de rencontres de pros des- Ah, on s'est rendu compte que on connaissait pas bien nos missions au niveau de l'office. Et je crois que des c'est points général à tous les de offices. On Pascal, parle donc pas assez de c'était nous, on évaluer met pas ses assez en actions. avant ce qu'on sait faire de bien Il peut communiquer et ce qu'on fait. Donc, bah, c'est bien d'avoir des chiffres, des données, que si on est d'évaluer ses capable actions et de les de communiquer l'expliquer. auprès de ses partenaires. Faut être Est-ce que vous transparent, avez quoi. d'autres Donc questions aujourd'hui, moi, je sais leur donner le sur coût d'un cette visiteur, le thématique? coût d'un salon, le nombre de retours, le nombre de... Voilà, Pascal et Boilem pourront mettre à Oui, dispo leur guide du partenariat et d'autres ah, ressources ça, si vous le souhaitez. Donc on avait ouais. juste un dernier point sur les clés astuces, donc c'est plutôt des, des références. Il y a toujours le livre d'OTF qui a été publié en 2012 sur l'office de tourisme sous forme d'EPIC. Bon, il y a pas mal de choses qui ne sont plus à jour, notamment sur les contrats du directeur, notamment sur les marchés publics, etc. Mais ça reste quand même une ressource assez importante, ce petit bouquin-là. Ensuite, on a le guide pratique de la taxe de séjour qui a été remis à jour en septembre 2016 et qui apporte quand même pas mal de réponses. Toutes les ressources qui seront mises en ligne donc sur le site de la MONA. Les collègues directeurs d'EPIC qui sont à disposition pour apporter les bonnes pratiques. Et puis le mémo pour le nouvel élu ou l'ancien qui ne se souvient plus très bien des spécificités de l'EPIC. Voilà, voilà Pascal, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire ou un dernier conseil à vous? Bah, déjà, peut-être juste en synthèse par rapport à ces derniers aspects, je crois que le point important, c'est vraiment d'associer les acteurs, leur Euh, montrer que ce n'est pas parce que ce sont les élus qui ont la majorité sur le papier dans un EPIC que les élus sont là pour décider de tout. Il faut vraiment leur laisser la place, peut-être encore plus que dans une association. Et je crois que la meilleure manière de le faire, c'est vraiment ça rejoint ce que disait Pascal à travers le fait de leur rendre visite, c'est la convivialité, c'est se connaître, se rencontrer, trouver du plaisir à le faire et se donner des occasions agréables de rencontrer, de partager avec les acteurs. Je crois que ça, c'est un mot important pour faire que la peur que certains peuvent avoir a priori de cette instance un peu publique et proche des élus se montre sous un jour voilà plus humain
et aussi un vrai partenaire pour les pros. Ouais, dans l'EPIC, il y a public, mais il y a surtout industriel et commercial. Et donc, ouais, moi, je vais rassurer ceux qui vont rentrer dans l'EPIC, qui ont dû se dire, voilà, c'est un gros truc compliqué, c'est public, avec c'est Pascal et administratif. Walem. Donc, toutes les Euh, je peux faire exactement la même ressources chose sont en qu'en ligne d'ici association. la De temps en temps, c'est un peu plus lourd, fin de semaine mais et à la fin de je ce fais système, exactement la vous même allez chose que arriver si sur j'étais une en interface association, qui vous pour les propose d'évaluer contrats, pour la négociation des tarifs, etc. la Ça se qualité fait de votre exactement de la même séminaire. manière. Donc, je vous invite à le remplir pour qu'on puisse améliorer nos actions. Voilà, merci à tous et merci beaucoup, Walem et Pascal, pour votre témoignage. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Ciao.